très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler de Product Discovery, et en particulier dans le e-commerce, et en particulier chez Smallable que je représente aujourd'hui. Alors j'ai que 15 minutes pour aborder ce vaste sujet, donc je vais essayer d'aller droit au but, à l'essentiel. Et juste avant, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Florian Arderigui, je suis Head of Product chez Smallable, que je vais vous présenter juste après pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans le produit et dans le e-commerce. Aujourd'hui, je manage 6 squads. Et je suis également board member d'un product club, qui est un club à destination des dirigeants et des managers dans le produit. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter Smallable rapidement. Pourquoi on s'est mis à faire de la product discovery, qui est quand même une thématique un peu à la mode, mais c'est toujours bien de se rappeler pourquoi on fait ça. Quelles sont les formes concrètes qu'on met en place chez Smallable. On va faire un focus particulier sur la collecte de feedback on-site, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Et je vais vous présenter aussi 4 use cases très concrets avec des retours d'expérience et des données. Alors, je ne sais pas si il y en a qui ne connaissent pas encore Smallable, mais j'imagine qu'il y a des jeunes parents, des futurs parents, des oncles, des tantes dans la salle. Smallable, c'est un family concept store qui est à destination des enfants et également des parents. C'est une plateforme e-commerce internationale et qui fait de la curation de marques de mode, de jouets, de déco, et de beauté depuis environ 1 an. Concrètement, c'est un site qui vous aide à préparer une naissance, à meubler votre appartement, votre maison, à vous habiller, à découvrir des nouveaux créateurs. Et en quelques chiffres, c'est 900 marques aujourd'hui, environ 100 000 références produits. On distribue dans 130 pays, donc c'est une dimension internationale, comme je vous le disais, qui est assez importante, donc avec 65% de notre chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Et ça a son impact dans la product discovery. Et on a environ 350 000 clients actifs. Je vous fais un petit focus sur l'organisation produit de Smallable, parce qu'elle est assez récente. Moi, j'ai été embauché, entre autres, pour la monter en 2021. Ça fait moins de 3 ans qu'elle existe. Aujourd'hui, on a à peu près 7 squads, 4 produits internes, parce que le e-commerce, ce n'est pas que le site que vous connaissez en tant que client, c'est aussi beaucoup de produits pour la supply chain, pour le marketing, pour les achats. Il y a toute une mécanique derrière sur laquelle on travaille. Il y a évidemment le produit B2C qui est un peu la face visible de l'iceberg, smallable.com. Et aujourd'hui, c'est 7 product people chez Smallable. Si je vous parle de ça, c'est que l'idée, c'est aussi de vous présenter une organisation de product discovery qui soit adaptée à une taille finalement d'équipe qui n'est pas si conséquente. On n'est pas Amazon, on n'est pas des stars non plus encore du product management, mais on fait des choses très concrètes en collecte de feedback user. Alors pourquoi faire de la discovery ? Je pense comme beaucoup d'entre nous ici, moi quand je suis arrivé, j'avais une roadmap hyper chargée, des changements de stack, d'aide technique, des fonctionnalités attendues depuis des mois, des années par les dirigeants. Et donc forcément on a un besoin, d'autant plus quand on a une capacité aussi tech limitée, de limiter les efforts, les risques d'efforts tech inutiles. Pour ça, on a besoin de mieux identifier et communiquer les pain points de nos clients, de les intégrer, d'intégrer vraiment la voix du client dans la priorisation, et également d'évaluer le niveau de satisfaction à un instant T, puis le niveau de satisfaction ensuite, une fois qu'on a release une feature, un projet, peu importe. Donc ça, c'était des choses qui n'existaient pas il y a encore 2-3 ans chez Smallable. Il y a 2-3 ans, chez Smallable, on avait évidemment des sources de feedback client type service client, puisque on a forcément en e-commerce des personnes qui appellent parce qu'elles n'ont pas reçu leur colis, parce qu'elles ne sont pas satisfaites du niveau de service. On avait également les avis Trustpilot, ça c'est des plateformes un petit peu qui permettent de collecter des feedbacks post-achat, les réseaux sociaux, les interviews clients exploratoires, mais honnêtement, on avait peu de temps pour le faire, et puis c'était un peu chercher une aiguille dans une botte de foin, donc assez compliqué. Et ce qu'on a mis en place, c'est de la collecte de feedback on-site, des user tests et des interviews ciblées. Donc je vais creuser un peu ces sujets-là. Avant qu'on rentre dans des use cases un peu plus concrets, j'imagine que vous êtes comme moi, vous avez pas mal de thématiques, de projets, de fonctionnalités qui sont en cours, mais qui sont à différents stades de maturité. Là, je vous ai mis le fameux framework du double diamant que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. L'idée, c'est de dire que la product discovery doit s'adapter en termes de méthodologie en fonction du niveau de maturité d'un projet. Chez nous, en ce moment, je vous ai mis quelques exemples.
on réfléchit à comment optimiser notre conversion sur mobile, on réfléchit à travailler notre recommandation de taille, et ça, c'est des choses qui sont vraiment en termes de découverte, vraiment au tout début. C'est des choses qu'on commence à peine à creuser. Il y a des choses plus avancées sur lesquelles on va travailler un peu plus la définition du problème. Et puis il y a aussi des features qui ont déjà été released ou qui ont été améliorées, type suivi de livraison, search, vidéo, et sur lesquelles on a besoin de monitorer un peu plus l'impact sur la satisfaction client. Pourquoi on collecte des feedbacks on-site ? Il y a un biais en e-commerce et de manière générale, il y a un biais sur une expérience client qui s'appelle pick and rule. En gros, l'idée, c'est de se dire, dans une expérience client, il y a deux moments très importants. Un moment émotionnel fort, qui soit positif ou négatif, dont on va se rappeler. Et puis à la fin. Souvent, on va retenir en e-commerce, une expérience de livraison qui s'est mal passée va prendre le dessus sur tout le reste. Je pense que si vous avez déjà vécu un colis qui n'est pas arrivé à l'heure, si en plus c'était un cadeau pour vos enfants, ou que c'est un produit qui arrive cassé alors que vous vouliez l'offrir à votre nièce pour Noël, ça prend le dessus sur toute l'expérience UX que vous avez eue sur le site. Et nous, en tant qu'équipe produit, qui travaillons sur le produit, on va dire, digital, c'est assez compliqué puisqu'on a peu de feedback finalement qui nous parle vraiment de l'expérience on-site. Alors je ne dis pas que l'expérience de livraison est à sous-estimer, c'est crucial évidemment dans une expérience e-commerce, mais pour améliorer l'expérience on-site, c'est un peu compliqué quand on se base que sur des feedbacks là-dessus. Donc on a besoin d'améliorer l'UX en comprenant mieux les points de friction sur le parcours on-site. On utilise depuis un peu plus de 2 ans maintenant une solution qui s'appelle Script, d'ailleurs je vous invite à aller les voir, ils ont un stand aujourd'hui, qui nous permet plusieurs choses. La première, c'est de déployer des formulaires très rapidement à un instant T du parcours, en fonction de user properties, user events, de segments, etc. De poser des questions sur des fonctionnalités très précises, ou simplement de collecter du NPS, du CSAT, j'y reviendrai un peu plus loin. Mais l'idée, c'est que l'équipe produit est complètement autonome pour le faire, donc c'est assez pratique, et ça prend vraiment peu de temps. Donc si on revient un petit peu sur notre 4 phases, donc je vais revenir sur la première phase de découverte. Un des premiers problèmes qu'on avait, c'était qu'on avait très peu de temps à consacrer pour identifier des nouveaux pain points. On avait un backlog de pain points qu'on connaissait, qui avait été déjà mis sur la table par la direction ou par d'autres personnes, donc on savait qu'on devait les traiter, mais ça ne voulait pas dire non plus qu'on n'avait pas d'autres pain points qui étaient un peu sous le radar. Et en même temps, très peu de temps, on n'avait pas de user researcher dédié, on n'avait pas de personne. Donc l'idée, c'était de trouver un moyen de capter la voix du client sans effort, en continu, et de monitorer ça au fil de l'eau. On a fait quelque chose de très simple, on a mis un formulaire de CSAT, Customer Satisfaction, sur la page de confirmation de paiement. Alors, le CSAT en lui-même, bon, c'est intéressant, c'est un score. L'idée, c'est de voir s'il fluctue en fonction de la saisonnalité business, etc., en fonction de nos releases. Mais le plus important, c'est que ça nous permet aussi de poser des questions ouvertes, d'avoir des verbatim derrière, et de faire de la classification et de la quantification auto pour savoir si, à un instant T, on parle plus de paiement, de recherche, de problématiques d'ajout au panier, de livraison, etc. Sans effort, puisque ça se fait en continu et c'est automatisé. On a des résumés auto hebdo mensuels qui sont faits aussi grâce à l'IA. Et on va cataloguer tout ça dans un backlog d'idées. En l'occurrence, nous, on connecte ça à Product Board, ce qui nous permet ensuite de rattacher ça à la roadmap. Ça, c'est un exemple pour illustrer. Un petit formulaire, si vous passez une commande sur Smallable, vous avez ce petit formulaire qui est en bas à droite, assez basique mais assez interactif, sur lequel vous allez répondre déjà votre niveau de satisfaction, et puis ensuite, on vous posera d'autres questions. Et puis, on a un content summary, et là, l'illustration des clusters, donc c'est des bulles, concrètement, qui parlent d'une thématique. Voilà. Donc ça, c'était intéressant, parce que ça nous permet d'avoir environ 3000 feedbacks par mois, sans effort. Ça nous permet d'identifier des pain points explicites qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Le menu manque de clarté, on ne sait pas où rechercher certains produits ou quel mot utiliser dans la barre de recherche sur Trustpilot ou Avis Vérifié et compagnie. On n'avait pas ce genre de feedback jusqu'à présent. Donc c'est des choses très intéressantes à exploiter ensuite. On a 3-5 identifications de pain points maintenant par mois, pas toutes pertinentes et qu'on ne va pas toutes exploiter, mais ça nous permet de voir un peu plus clair dans tout ça. Et puis on a ajouté un paramètre de user feedback dans notre méthodologie de priorisation.
Autre stade d'avancement, on a une fonctionnalité gift list qui est très importante sur Smallable parce qu'elle permet de créer des listes de naissance. Donc, pour les jeunes parents ou les futurs parents, ça c'est clé, vous pouvez créer une cagnotte, demander à votre famille ou à vos amis de participer à cette cagnotte et de vous offrir des produits. Problème identifié via de la data quanti pour le coup, c'est qu'on n'avait que 17% de ces produits qui étaient convertis derrière, donc qui étaient achetés dans ces listes. On ne savait pas pourquoi. Assez compliqué et chronophage aussi d'appeler des gens, etc. Donc là, on a mis en place un Customer Effort Score, donc un petit formulaire, pareil, mais qui était adressé que aux churners donc, de ces listes de naissance. Et ce qui nous a permis aussi, et ça c'est un autre avantage de ce genre de formulaire, c'est que ça nous a permis de collecter sans douleur, sans effort, des user testers ou des personnes qui sont aptes à être interviewées derrière pour aller creuser un peu plus leurs problématiques. On a réalisé des interviews et on a restitué les pain points. Donc concrètement, sur ce cas particulier, on a fait environ 900 réponses CES, ça nous a permis de récolter 130 verbatim qualifiés et de faire surtout 30 user interviews qui ont abouti sur 8 quick wins là, qui sont priorisés sur le deuxième trimestre. Donc on verra aussi derrière l'impact de tout ça. Et puis d'évaluer surtout un niveau d'effort, en tout cas un niveau de satisfaction de la feature à un instant T, donc qui n'est pas top, 3,5 sur 7, je ne suis pas super fier, mais on espère qu'on va faire mieux. On en reparle dans 2 mois, sinon je vire certaines personnes de mon équipe, on verra. Non, je plaisante. Mais l'idée, c'est qu'au moins, on a un truc très concret sur l'impact de notre travail qu'on peut partager aussi aux parties prenantes et à la direction. Autre sujet, on travaille sur une feature assez commune dans le e-commerce, c'est un programme de fidélité. Là, on est un peu plus avancé, on est déjà en phase de développement, d'ailleurs ça va sortir dans 2-3 semaines, là, je sors un petit scoop. Mais l'idée, c'était de dérisquer l'usabilité de la feature. Et l'intérêt, c'est que grâce à ces formulaires qui sont envoyés de manière récurrente et de manière automatisée, comme je vous le disais, aujourd'hui, on a un pool de 1000 users qui sont OK pour qu'on les interviewe ou pour qu'on les appelle pour faire des user tests. Et du coup, on a pu faire 20 tests d'usabilité modérés à distance qui nous ont permis d'aboutir sur 3 changements majeurs sur les interfaces qu'on n'avait pas vus en interne malgré notre expertise. Je n'ai pas encore les résultats puisqu'on n'a pas encore sorti la feature, mais on va retester évidemment l'impact de ces changements. Mais on a dérisqué quand même un certain nombre de points assez obvious maintenant qu'on a fait ces user tests, mais qu'on n'avait pas forcément vus jusqu'à présent. Enfin, je vais terminer par la partie livraison. Donc, on a shippé un certain nombre de features, et notamment une nouvelle version de notre page de suivi de livraison. L'idée, c'est de se dire, OK, on sait monitorer l'impact sur le business, ça, on a de la data pour ça, mais on ne sait pas forcément monitorer l'impact sur la satisfaction client. Et donc, on a mis en place de nouveau un CES sur cette feature, avant et post-release. Et l'idée, c'est qu'on a pu mesurer qu'on a augmenté d'1 point ce CES-là sur cette page de suivi de livraison, directement post-release. Et surtout, on a pu récolter de nouveau 700 verbatim qu'on analyse. Alors, soit pour se dire, OK, il y a une partie des segments clients qui sont OK et qui ont vraiment vu l'amélioration de cette feature, et d'autres qui nous apportent de nouveau des feedbacks constructifs pour faire de l'amélioration continue. Tout ça, ça ne doit pas prendre plus d'une demi-journée par semaine pour toute l'équipe cumulée à activer, à analyser. Pour terminer sur cette présentation, quelques tips qu'on a appris en travaillant sur ces sujets-là. Premièrement, l'idée, c'est quand même d'adapter, comme je vous l'ai dit, la méthodologie en fonction de l'étape de maturité de votre sujet. Ça ne sert à rien d'envoyer plein de user interviews si vous ne savez même pas ce que vous recherchez finalement. Parce que ça prend beaucoup d'efforts et vous n'avez pas forcément les moyens d'eux. Donc essayez de segmenter et de faire quelque chose vraiment de plus en plus restreint et de mettre l'effort quand vous savez exactement ce que vous recherchez. En termes de parcours, aussi petit tips, parce qu'on s'est pris quand même des retours de bâton, sur de la collecte de feedback on-site notamment, posez pas des questions au moment où justement on est dans le pic de l'expérience utilisateur. Quand un client essaye de trouver un produit pour son enfant, essayez pas de le bloquer tout de suite en lui envoyant une grosse copine ou un gros formulaire. Essayez de le faire sur un espace client, une page de confirmation ou après X temps passé sur le site ou en fonction de tel comportement. Ça permet d'éviter de couper le parcours.
J'en ai parlé, mais recruter, en fait, on le sous-estime, mais c'est un super levier de recrutement, et nous, ça nous a permis vraiment de faire des user interviews très rapidement en fonction des marchés, en fonction des personas, en fonction de notre target, très très simplement. Monitorer et itérer. Donc on se dit, OK, j'ai lancé un formulaire, je reviens dans une semaine, dans 2 semaines, en fonction de vos volumes de taux de réponse, etc. Mais en fait, on fait des erreurs, on pose les mauvaises questions, et souvent on se rend compte que soit le taux de réponse n'est pas bon, soit que les verbatims sont inexploitables. Et donc c'est hyper important de monitorer ça dès le début pour se dire, OK, je vais adapter les questions, parce que là, ça ne va pas vraiment me servir derrière. Le but, c'est pas juste de dire, voilà, j'ai mis un formulaire et je laisse voir ce qui se passe. Surveiller, modifier, tester. Et enfin, c'est assez basique, mais pourtant c'est un des sujets presque les plus compliqués et on travaille beaucoup dessus aujourd'hui. C'est très bien d'apprendre des choses sur vos clients, mais le plus important c'est de les partager et pas de les garder au sein de l'équipe produit. L'idée c'est que toute l'organisation monte en compétences dessus et l'idée c'est voilà, de partager vos insights et pour ça je pourrais faire une autre présentation mais je vois que le temps est écoulé. En tout cas, si vous voulez continuer la discussion, n'hésitez pas à scanner ce QR code et on pourra en reparler sur LinkedIn. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très bonne fin de journée.